vais laisser tout de suite la parole. Juste avant, je vous rappelle que nous fermons les micros. Si vous avez des questions, vous les posez par chat et Yasmine ou moi ou Laurent, nous les dirons oralement à Dan pour ne pas l'interrompre pendant le déroulé de son intervention. Donc, je laisse la parole à Laurent et qui passera après la parole à Dan. Bevakasha, Laurent. Merci Naftali. Bonjour, bonne semaine à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier l'OSM KKL et en particulier Yasmine, Moshe Cohen, Naftali et toute l'équipe de m'avoir invité pour ce Zoom Tourisme. Comme vous le savez, le tourisme israélien a bien évidemment été aussi impacté ces derniers mois, presque depuis un an maintenant, par la crise mondiale. Tu as entendu parler de l'OSM KKL, toi? Oui. Et nous sommes évidemment toujours réactifs pour pouvoir, malgré tout, malgré ces fermetures de frontières et malgré, on va dire, cet empêchement, et après 2 années de superbes records de tourisme vers Israël, reprendre quand même espoir. Je voudrais juste rappeler qu'en 2019, après déjà une année record en 2018, nous avons quand même accueilli 4 600 000 touristes, toutes provenances confondues, dont 3,5 millions de Français. Et sur ces 4 600 000 touristes qui sont venus en 2019, presque 60% étaient non-juifs. Donc Israël a véritablement réussi à entrer dans on va dire les grandes destinations touristiques du monde. En 2020, nous aspirerions à avoir au moins 5 millions de touristes. Évidemment, ça a été contrarié par ce que nous savons, avec cette baisse assez conséquente. Le ministère du Tourisme a tout de même essayé d'avoir quand même des plans B comme tout Israélien qui se respecte et qui sait être très réactif. Donc il y a eu évidemment des subventions qui ont été attribuées, que ce soit aux hôteliers avec pas loin de 76 millions d'euros, que ce soit pour les guides touristiques, que ce soit des plans, et puis que ce soit aussi surtout un travail à la fois virtuel, sur les réseaux sociaux, sur les communiqués, sur les newsletters, pour pouvoir justement entretenir cette envie de découvrir ou de redécouvrir Israël, parce qu'on sait très bien qu'un jour ou l'autre, dans quelques semaines, dans quelques mois, on espère le plus vite possible, les frontières seront à nouveau réouvertes et que le tourisme de masse reprendra en Israël, que ce soit au niveau de la communauté juive, des pèlerins chrétiens ou évidemment du grand public qui, ces dernières années, ça fait 7-8 ans, que nous avons des compliments absolument dithyrambiques sur Tel Aviv, sur Jérusalem, sur tout ce que apporte aujourd'hui Israël comme destination, on va dire un petit peu banalisée finalement parmi les grands sites, les grands spots touristiques du monde. Pour vous donner une petite idée, nous avons réussi à avoir pas loin de 6 millions d'abonnés en plus sur ces 11 derniers mois en ce qui concerne les réseaux sociaux, les communiqués de presse, les Zoom webinars que nous mettons en jeu, des jeux également, des jeux en ligne. Par exemple, on a innové avec le futur marathon de Tel Aviv qui a lieu donc du 19 au 25 février. Eh bien, ce sera un marathon qui sera connecté, c'est-à-dire on proposera en fait, la municipalité de Tel Aviv et le marathon de Tel Aviv proposera à chaque citoyen du monde, où qu'il soit, de courir dans sa ville natale ou de sa ville de résidence en ayant l'application avec lui. Il peut d'ailleurs, en envoyant des photos, en participant justement à un concours, gagner un vol aller-retour et une inscription au Marathon Tel Aviv de 2022. Donc, ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller sur le site, sur Google, vous tapez Marathon Tel Aviv et vous aurez tout de suite les inscriptions et les détails pour pouvoir participer à cette possibilité. Je voulais également insister sur le travail des guides touristiques qui sont une valeur ajoutée extraordinaire. Pour nous, même si on connaît parfaitement Israël, et je le dis pas seulement parce que Dan Levy est parmi nous, mais aussi pour l'ensemble des guides, c'est une valeur ajoutée extraordinaire que de découvrir ou redécouvrir Israël à travers le regard d'un guide, à travers sa passion, son héritage culturel, sa sensibilité, évidemment sa pédagogie et tout ce qu'il peut nous apporter en plus. Ceux qui me connaissent savent que je suis très, très cinéphile, alors j'aime bien cette parabole cinéphilique. J'ai l'habitude de dire que visiter Israël à travers le regard et la passion d'un guide, c'est redécouvrir Israël au Grand Rex, en grand large. Alors quand les frontières seront massivement réouvertes, je vous invite, ne serait-ce que même une journée,
vous décidez à prendre une excursion avec un guide, que ce soit dans un parc national, que ce soit dans la vieille ville de Jérusalem, ou que dans n'importe quel endroit qui vous vient à l'esprit, pour pouvoir découvrir ou redécouvrir ce site, cette ville ou ces monuments à travers le regard d'un guide. Je vous assure que ça n'a rien à voir. On croit souvent tout connaître en Israël et ce n'est pas le cas, et les guides nous le montrent véritablement. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on partagera de très beaux moments avec les petits films et le savoir de Dan Levy, dont on a hâte de connaître les curiosités qu'il va nous faire découvrir à travers les parcs nationaux d'Israël aujourd'hui. Merci. Dan, on te passe la parole. Ah bah vous ne l'avez pas passé. Si. Ok, je la prends maintenant. Alors déjà, on est très content de vous recevoir à tous et à toutes en cette journée qui est vraiment après Tou B'Shvat. La fête de Tou B'Shvat qui est derrière nous maintenant. Je vous donne quelques nouvelles à ceux qui ne sont pas en Israël. La nature continue de vivre tranquillement comme il faut, sans aucune épidémie. Tout va bien. La terre d'Israël, sur ce point de vue-là, elle est protégée. Et nous avons profité de nombreux fruits qui vont être la première entrée en matière qui va nous permettre de comprendre un petit peu ces jardins nationaux. Donc, je me présente vite fait, je m'appelle Dan Levy, j'habite à Jérusalem, ça fait maintenant à peu près 27 ans que je suis en Israël. Tout va très bien, nous sommes très contents d'être en Israël et j'ai fait une carrière de guide touristique. Et ça m'a amené à rencontrer de nombreuses personnalités, c'est-à-dire tous les clients qui sont venus en visite. Pour moi, vous êtes tous des personnalités. Et ce lien nous manque énormément aujourd'hui. Donc, le fait que nous soyons réunis dans ce Zoom est pour moi quelque chose de très important. Et je remercie l'OSM et le ministère du Tourisme de nous avoir permis de nous retrouver. Et on va commencer tout de suite à rentrer en matière dans ce qu'on appelle le vif du sujet. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. C'est pas excessivement moi que vous devez voir aujourd'hui, mais plus la terre d'Israël. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, vous avez un site internet qui vous permettra, dès que vous pourrez revenir en Israël, nous joindre, nous demander toutes sortes de questions, de devis, d'informations, de présentations ou même de renseignements. Alors, comme je vous disais, Tou B'Shvat est derrière nous. Tou B'Shvat, c'est la fête des 7 fruits d'Israël, mais également d'un des arbres qui s'appelle l'amandier et qui se retrouve être le premier, le plus courageux des arbres à affronter l'hiver. Et c'est lui qui, en fait, ouvre la cadence et la danse de la refloraison des arbres fruitiers en Israël, puisque les premières fleurs et les premiers fruits sortent à Tou B'Shvat. C'est très important de comprendre ça parce que vous allez voir qu'en Israël, il y a énormément de fruits et ces fruits vont créer de l'histoire. Et cette histoire va être possible et se transformer en géographie. Et lorsqu'on se balade en Israël, aujourd'hui, on peut aller visiter plus de 80 jardins nationaux qui sont tous répertoriés, qui sont gardés par des gens qui travaillent et qui sont répertoriés par thème, soit historique, archéologique, nature, l'architecturel ou panoramique. Donc, vous avez toute la liste qui est vraiment du nord au sud du pays avec tous ces endroits. Quelquefois, il y en a qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Et je vous invite vraiment à passer avec un stylo la prochaine fois que vous venez en Israël pour pointer ce que vous avez déjà vu et ce que vous n'avez pas vu. Cette liste continue de se remplir et de plus en plus, il y a des endroits qui sont, on va dire, authentifiés comme jardins nationaux. La carte d'Israël, peut-être que vous ne l'avez jamais vue en 3D. Donc, elle est composée de 3 choses. Il y a ce qu'on appelle le littoral, la côte. On est à 0 mètre d'altitude. Ensuite, plus on va vers l'est du pays, plus on rencontre une chaîne montagneuse. D'accord? Cette chaîne montagneuse fait presque toute la longueur du pays, avec la Samarie, avec le Shomron, avec Jérusalem,
avec les montagnes de Judée, ou avec là aussi la Haute Galilée, et la Galilée qui se trouve ici. On est dans on va dire une hauteur à peu près qui évolue entre 600 et 1000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est un endroit qui est très stratégique, très important pour les pluies. Et on a quelque chose d'assez marrant en Israël, c'est que dès que cette chaîne montagneuse se termine, nous avons une grande fresque qui est ici, une fresque qui s'appelle la fresque syro-africaine et qui a créé la possibilité de ce qu'on appelle la vallée du Jourdain. C'est une vallée donc qui nous permet de voir l'eau couler du début de cette vallée du Jourdain jusqu'à la mer Morte que vous voyez ici. Yarden en hébreu, ça veut dire le Jourdain, et ça vient de la racine Yored, descendre. Donc le fleuve descend, il porte le nom de Yarden, et l'eau qui vient du Yarden, c'est soit l'eau du Hermon, avec la fonte des neiges, ou de nombreux fleuves qui se jettent dans le Jourdain et qui coulent jusqu'à la mer Morte. Après la mer Morte, il n'y aura plus rien qui coulera et on commencera le désert d'Israël qu'on appellera le Negev. Vous avez en rouge le plateau du Golan, vous avez ici les montagnes de Moab, Aré Moab et Gilad, qui même si aujourd'hui ça s'appelle la Jordanie, d'un point de vue en tout cas biblique, c'était également la contrée qui appartenait à des tribus du peuple juif. En tout cas, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de se rendre uniquement que dans 3 endroits. Alors déjà qu'on est en visite, il faut faire très vite, on n'a pas le temps de tout voir, mais alors quand on est en Zoom, c'est encore pire. Donc on va essayer de faire le maximum et on va faire vraiment un bref aperçu. On va essayer d'être dans les temps. Les 3 endroits qu'on a sélectionnés, c'est Césarée, qui est sur la côte, sur le littoral, 0 mètre d'altitude, devant la mer. Il y a un jardin national magnifique là-bas qui est à visiter, un site historique et archéologique. On a pris également le site de Tzipori, qui se trouve dans la basse Galilée, entre Haïfa et Tibériade, qui est un site également et naturel et historique, avec aussi quelques symptômes archéologiques. Et on a également le site de Enot Tsukim, qui est un site naturel, sur les bords de la mer Morte. Donc on va voir ça, tout ça très rapidement en images. Alors, pour vous montrer quelques petites images, bien entendu, ça rendra un petit peu les choses un peu plus vivantes. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Et on va vous présenter l'homme qui est un peu, on va dire, à l'origine de tous nos endroits nationaux. Il s'appelle Hérode. Alors Hérode, c'est qui? C'est un homme, c'était le roi du pays. Il était, bien entendu, vous voyez, dans les années 19 à peu près avant notre ère. Et Hérode, de Jérusalem, avait des grands projets. Il a réuni tous les Juifs et il leur a dit, regardez, j'ai un grand projet. Il s'est bien entendu inséré comme quelqu'un qui était avant tout un peu complètement mégalomane. Il voulait construire le plus grand temple du monde à l'époque. Il a dit, je vais prendre votre petit temple, je vais le construire en grand. Mais bien sûr, il a eu des opposants, donc il a envoyé son armée pour s'occuper d'eux. Et son projet, c'était de marquer l'histoire de son nom. Alors, son nom est très présent à Jérusalem, puisque c'est lui qui a créé le mont du temple, les 4 murs, le côté Lamaravi, etc. Mais pas que, il a fait énormément d'endroits où il a développé son infrastructure. Cette histoire est rapportée par Yosef Matatiaou, Flavius Joseph, et de par vraiment tout le pays, de nombreuses constructions ont eu lieu, que ce soit dans des endroits tels que Jérusalem, comme je vous le disais, ou encore des endroits tels דן, אנחנו לא שומעים אותך. Ok, là maintenant c'est bon? עכשיו c'est bon, ouais. Voilà, donc il a construit Césarée, il a construit Masada, il a construit Hérodion, il a construit énormément d'endroits qui sont aujourd'hui des endroits qui sont, comme je vous le disais, des jardins nationaux en Israël.
Donc voilà ici une petite image de tous les endroits. On a l'Hérodion. J'ai bien entendu, je n'ai pas cité la Merat Marpella à Hebron. On a Masada, on a Césarée, le mont du Temple. Il y a même un petit château très sympathique qu'on peut visiter aux abords de Jéricho. C'est un peu difficile d'accès, mais c'est possible de le faire. Donc on l'appelle Hérode le Grand et on va essayer de voir nous aujourd'hui à Césarée plus exactement. Césarée est une ville portuaire que Hérode a construite. Il y avait déjà des petites choses là-bas avant que Hérode arrive, mais il a vraiment fait des choses grandioses. Donc il a créé un port que vous voyez ici, il a créé un temple romain que vous voyez ici, il a créé un hippodrome, il a créé un théâtre et bien entendu toute une ville. Cette ville était peuplée de juifs à l'époque, mais sont venus se joindre dans cette ville toutes sortes de personnalités et de personnes non juives, romaines ou tout simplement des marchands. Et c'est très important de le dire puisqu'on a fait la transition avec Toub Shvat. Il faut bien comprendre que cette ville portuaire est la porte du pays. Et si Hérode a besoin de budget pour créer des endroits très importants et gagner de l'argent, eh bien, il va prendre cet argent des fruits d'Israël, essentiellement, à savoir le vin, à savoir les grenades, les dattes, l'huile d'olive, bref, les 7 fruits d'Israël que vous connaissez tous, et un port qui va s'occuper de l'exportation et d'importation va permettre l'accès au pays, mais Hérode voit les choses plus loin, et il dit, si un marchand arrive avec son bateau, eh bien on va l'inviter quelques jours dans notre pays, à lui montrer les beautés et des jeux, que ce soit l'hippodrome ou le théâtre, des jeux romains, et on pourra également continuer à renflouer les caisses de l'État pour justement pouvoir non seulement continuer à créer et à construire, mais également enrichir ce qu'on appelle son patrimoine budgétaire. Donc vous, aujourd'hui, grâce à de nombreux miracles, tels que le retour du peuple juif sur sa terre et la matière grise que tout cela a ramené, vous connaissez ces fruits, c'est les mêmes fruits, on n'en a pas inventé d'autres si ce n'est que celui-là que vous voyez ici, Sharon, ou tout simplement d'autres produits, mais il faut bien comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un retour vers le passé, et le peuple juif est en train de retrouver sa terre, la terre est en train de retrouver son peuple, et elle donne le meilleur d'elle-même. Dan, on ne t'entend pas. Dan, on ne t'entend pas. C'est bon là, tu m'entends? C'est bon, c'est bon. Ça s'est coupé où? À quel endroit ça s'est coupé? Tu peux me dire? Je reprends. Donc ça, c'est les fruits qu'aujourd'hui on a réussi à développer. Le peuple juif a retrouvé sa terre, la terre a retrouvé le peuple, ce que je disais. Et donc, la terre redonne ce qu'elle a de meilleur à donner, tous ses fruits. Et c'est un véritable retour vers le passé glorieux d'Israël, qui l'a hissé à un pôle très très important à l'époque. Et ce port de Césarée était bien entendu la porte d'entrée de tous ces marchands qui venaient commercer et exporter également le produit de la terre d'Israël. Alors lorsqu'on arrive à Césarée, on est sur une baie maritime, beaucoup de fouilles archéologiques ont été faites et vous pouvez voir ici une vue d'ensemble, une vue panoramique qui nous permet de voir le théâtre, l'hippodrome. Donc je vais vous montrer tout ça en images, je pense. C'est un petit moment assez sympathique que vous allez voir. On va enlever le son. Hop, hop. Et alors, je vous ai préparé pas mal de choses. On va commencer par Césarée. Voilà, donc c'est le parc national de Césarée, vraiment quelques images d'Israël. On peut voir le port, on peut voir l'ancien château de Hérode, la forteresse de Hérode, on peut voir l'endroit où il y avait ce fameux temple romain.
on voit l'hippodrome qui est encore dans son intégralité, la ville, beaucoup de vestiges archéologiques, des mosaïques, une synagogue. Ici, il y avait l'ancien temple romain qui était là. Et vraiment, Césarée est une visite d'environ 2 à 3 heures minimum lorsqu'on est avec un guide et qu'on veut voir l'essentiel. Sinon, on peut passer de nombreuses heures à flâner et à se balader, à faire de la plongée sous-marine, etc. Ok, on revient à notre diaporama. Donc, je vous disais, la ville de Césarée, il y a ce qu'on appelle le port, on en a parlé, il y avait ce qu'on appelle le temple romain. Aujourd'hui, le temple romain, on a retrouvé la base du socle du temple romain. Comme vous le savez, Hérode n'était pas juif, et donc il avait reçu son pouvoir de Rome, et il voulait, en honneur d'Auguste, lui donner également la possibilité de se sentir chez soi à Césarée. Césarée qui porte le nom de César, bien entendu. C'est pas Jules César, mais c'était le César d'époque. Et donc, aujourd'hui, le socle de ce temple sert de Merkaz Mevakrim, de centre pour les visiteurs. Il y a des très belles choses qui sont exposées. Il a ouvert à Pessah dernier, il me semble, et j'ai eu le temps d'y aller et de le voir. C'est quelque chose de magnifique, des nouvelles technologies qui permettent de comprendre l'histoire ancienne d'il y a 2000 ans. Donc ça vaut le détour. Et sont exposées pas mal de choses que je vais vous montrer maintenant. Le travail que Hérode a fait, c'est un travail gigantesque, titanesque. Il a rentré à l'intérieur de la mer des structures de bois avec une sorte de ciment pour pouvoir faire des jetées et des brises vagues. Donc c'est un travail vraiment important. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de fouilles archéologiques qui se passent à l'intérieur de la mer pour retrouver toutes ces traces. L'hippodrome de Césarée est quelque chose d'impressionnant également. Là, je vous ai mis le carton, ça coûte 49 € le Stade de France pour voir Johnny Hallyday. C'était très probable que pour voir un spectacle de gladiateurs ou une course de chevaux, les gens étaient prêts à payer certainement, ou tout au moins la même chose, si ce n'est pas plus. En tout cas, je vous mets également la possibilité de comprendre de quoi il s'agit avec le film que vous avez certainement vu et que vous connaissez tous. Donc, Ben-Hur, la course des Romains. Alors, vous pouvez imaginer que Césarée était exactement comme ça, avec le César qui rentre, qui est accueilli par toutes les foules en masse, et la course des chevaux va bientôt commencer. Ceux qui n'ont pas vu ce film sont invités à le faire. Il y a des très belles scènes qui montrent le rapport entre les Juifs et les Romains à l'époque. Un rapport très difficile, quelquefois d'amis, quelquefois d'ennemis. Et donc, ces spectateurs qui regardaient ces courses ou ces spectacles de gladiateurs en avaient pour leur argent. Regardez les foules qu'il y a à l'intérieur de ce cirque ou de cet hippodrome ou de ce théâtre. C'est ce qu'on appelle une caisse enregistreuse d'argent que Hérode a bien entendu voulu créer pour attirer la galerie à Césarée à son époque, mais même après. Ça a continué même à l'époque des Byzantins et autres populations qui sont venues. Dan, je crois qu'il y a un petit sifflement qui gêne. Je ne sais pas si ça vient de chez toi ou... Moi, j'entends pas, mais... Je ne sais pas. Le film, je sais pas, je vais arrêter le film. Une minute. Bien que j'ai coupé le son du film, mais... C'est mieux là, non? Je sais pas. Bon, on va continuer avec. Alors, revenons. Hop, c'est parti. Donc, on a parlé de l'hippodrome. Tout ce que je vous montre actuellement, bien entendu, ce sont des infrastructures romaines. Ne croyez pas que les Juifs ne mettaient pas leurs pieds à l'intérieur de ces endroits-là. Quelquefois, ils étaient happés ou voire même assimilés et attirés pour des raisons politiques ou quelquefois même de distraction. Ils allaient voir ces spectacles. Et on a un témoignage dans le Talmud qui nous raconte qu'un certain Rabbi Akiva, certainement vous connaissez, a trouvé sa mort à l'intérieur
certainement de cet endroit-là, où il s'est fait complètement déchirer sa peau par ce spectacle qui faisait rire la galerie. Et on sait qu'il y avait des juifs à cette époque là-bas, puisque Rabbi Akiva a également desservi de nombreux messages importants le jour de sa mort, le jour de son exécution. Et on sait qu'il a fait le schéma Israël devant tout le monde et qu'il n'a jamais crié douleur et qu'au contraire, il avait un sourire sur son visage. Donc c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Donc on peut se rendre aussi à Césarée pour voir comment ces endroits continuent d'exister, mais que heureusement aujourd'hui, il n'y a pas que Rabbi Akiva qui fait le schéma Israël, mais bien d'autres enfants israéliens et tout le peuple juif qui se joint et qui continue l'enseignement de Rabbi Akiva. C'est à cela que ressemblait plus ou moins le théâtre. Il était à plusieurs niveaux. Il était également fermé, donc on ne voyait pas l'accès sur la mer, c'était la Seine. Voilà à ce quoi il ressemble aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce théâtre sert également à de nombreuses représentations culturelles, théâtrales, musicales, que ce soit dans tous les domaines, le domaine chassidique ou le domaine israélien, musique d'opéra, etc. Donc c'est quelque chose d'assez important qui se passe à Césarée. Voilà un concert de Yaakov Shweki rempli à l'endroit où Rabbi Akiva a trouvé sa mort aujourd'hui. Donc Yaakov Shweki voyait ça important pour lui de chanter des versets de la Torah et de montrer l'enseignement qui perdure et qui remplace la culture romaine. On a retrouvé également à Césarée l'aqueduc de Césarée qui permet d'amener de l'eau. Bien entendu, c'est bien beau d'avoir des fruits, mais si on n'a pas d'eau pour faire vivre cette infrastructure, donc plusieurs kilomètres d'aqueduc qui permettaient l'accès en eau et pour alimenter la ville. Le temple romain avec le nouveau centre, comme je vous disais, voilà à quoi ça ressemblait en dessin, voilà ce qu'on a retrouvé aujourd'hui. Vous voyez comment les jardins nationaux essayent vraiment d'adapter les vestiges archéologiques et de les faire quelque chose d'accessible en fait à n'importe qui pour pouvoir se rendre compte de la légitimité historique en tout cas que offre Israël. Beaucoup d'enseignements font valoir le rapport et la différence entre Jérusalem et Césarée et je ne pouvais pas m'empêcher de vous le dire puisque j'habite moi-même à Jérusalem. Donc il est dit dans un des Midrashim et dans le Talmud de Babylone que si on te dit que Césarée est détruite et que Yerushalayim est reconstruite, eh bien crois-le. Alors je vous ai mis ici la photo de Jérusalem reconstruite et de Césarée qui est détruite, qui est en vestige archéologique. Donc croyez-le, le peuple juif est de retour sur sa terre et ça ne nous empêche pas de visiter les sites archéologiques et de comprendre notre histoire. Et voilà Jérusalem, le cœur de Jérusalem avec son tramway, qui est bel et bien en effervescence, malheureusement même en période de séguerre, en période de confinement. Dernière chose, il y a quelques années, un magnifique trésor a été retrouvé sous la mer. Ça a fait la une des journaux, bien entendu. Et vous pouvez vous rendre compte vous-même de la beauté de cette découverte, puisque elle est vraiment publiée. Alors que je retrouve ça dans un instant. Voilà. On montre ça. Donc c'est France 24 qui fait un petit reportage sur les découvertes maritimes. On est vraiment au bord du port de Césarée. Plus de 2000 pièces d'or ont été retrouvées, des statues en bronze, et qui nous montrent certainement qu'un bateau avait naufragé suite aux tempêtes ou à d'autres événements qu'on peut ignorer. En tout cas, vous voyez que Israël s'occupe aujourd'hui de faire valoir sa légitimité grâce à ces fouilles archéologiques qui intéressent le monde entier, qui est pollué de nombreuses données qui sont quelquefois très erronées. Mais lorsqu'on est sur le terrain, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, la terre d'Israël, avec son passé glorieux, est tout à fait palpable et même plus, on peut se rendre sur ces terrains historiques.
Et enfin, pour terminer, mais vraiment c'est un bref, pour terminer Césarée en tout cas, on a retrouvé une synagogue, la synagogue de Césarée, qui date de l'époque également, d'il y a plus de 1800 ans en tout cas. Cette synagogue était apparemment sur la synagogue déjà existante à l'époque de Hérode, et c'est important d'y aller parce que si aujourd'hui le temple de Jérusalem est détruit, eh bien c'est tout simplement parce que la révolte contre les Romains a commencé à cet endroit. Donc il y a eu une sorte de manifestation violente qui a eu lieu à cet endroit, une discorde entre les habitants juifs et les habitants non juifs de Césarée. Les habitants juifs voyaient leur légitimité sur cette terre, et les habitants non juifs, eux, voyaient qu'ils étaient ceux qui renflouaient les caisses et leur appartenance. Donc il y a eu une sorte de discorde sur ça qui a déclenché une révolte vraiment nationale et qui a entraîné la révolte à Jérusalem qui a amené à la destruction du temple. Donc on a retrouvé la synagogue de Césarée, on a retrouvé des pierres avec la menorah qui date de l'époque, donc certainement c'était les descriptions. On a retrouvé également une pièce vraiment en pierre sur laquelle étaient inscrites les 24 noms des familles des prêtres, des Kohanim qui travaillaient au Beth Amikdash, et donc on a vraiment réussi à joindre les bouts. On appelle ces gens-là les Milouim. Ils allaient en période au temple, ils faisaient leur Milouim, leur période de réserve au temple. Ils ne travaillaient pas tous les jours au temple, ces 24 familles. Ils se divisaient en fait ces 24 familles se divisaient leur temps en 2 semaines. Et chaque 2 semaines, une nouvelle famille allait à Jérusalem pour travailler au temple. Ça a donné naissance à ce qu'on connaît en Israël, les Milouim, période de réserve, pas pour le temple, mais pour l'armée cette fois, pour défendre le pays. Mais vous voyez comment on revit notre histoire en utilisant quelquefois même les mêmes mots, mais dans un jargon totalement différent, en tout cas dans la vie israélienne d'aujourd'hui. De nombreuses mosaïques à Césarée qui nous montrent la richesse, qui nous montrent l'art et la présence de nombreuses personnalités et nations différentes que le peuple juif qui se sont installées après avoir chassé les Juifs, bien entendu, comme on l'a dit. Il y a également d'autres nations qui sont venues plus tard, comme les Croisés. Vous voyez ici les remparts de l'époque des Croisés, qui datent des années à peu près du XIIe siècle, XIe siècle, XIIe siècle, en 2 périodes. Césarée était la capitale des Croisés de leur royaume. On voit bien ici leur construction, et on voit bien également les ogives, l'entrée, une des entrées en tout cas du parc national, avec une porte qui a 1000 ans et qui vous accueille, qui date de l'époque des Croisés. Donc vraiment beaucoup d'époques, beaucoup de présence, beaucoup d'archéologie, beaucoup d'histoire. Ça a l'air d'être un peu terrifiant quand on se jette dans tout cet endroit, mais bien entendu, avec mes collègues et les autres guides, on sait faire du clair et vous présenter les choses pour bien comprendre les différences qu'il y a eu. Et on ne peut pas parler également, omettre de parler de ce qui se passe en pleine mer, tout en face de Césarée, à quelques dizaines de kilomètres. Il y a plusieurs gisements de gaz qu'on a retrouvés. Et là, vous avez le fameux pipeline qui fait plus de 2000 km et qui permet jusqu'à la Grèce et l'Italie, au départ de Césarée, d'envoyer donc du gaz à tous ces pays d'Europe qui nous permettent également aujourd'hui, grâce à ces 100 milliards de mètres cubes de gaz par an qui sont vendus, qui nous permettent de vivre en tout cas une crise, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, on va dire soutenue, même s'il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas dans la société israélienne, mais en tout cas beaucoup d'aide et beaucoup pour un petit pays en tout cas, Israël s'en sort pas mal pour tout ça. Donc on va, j'avais encore préparé d'autres choses, mais je ne pourrais pas tout vous dire et je voudrais passer à un autre point. Donc on va passer maintenant à l'endroit de Enot Sukkim. Enot Sukkim, comme je vous le montre sur la carte ici, c'est la mer Morte. Alors je vous montre en vidéo une très très belle réserve naturelle qui est aux abords de la mer Morte. Et Enot Sukkim, ça veut dire en hébreu les sources des grands rocs, des rocailles ou
Tsukim. Falaise. Les falaises, merci, les falaises. Ça fait longtemps que je n'ai pas guidé. Alors, que je vous montre ça. Lui, il peut s'arrêter maintenant de tourner. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, voilà. Et notre Tsukim pour vous en direct aujourd'hui. Donc, une réserve magnifique. On voit les gros morceaux de montagne que vous voyez ici, qui sont les falaises. Et on est en fait dans la réserve la plus basse du monde, la réserve naturelle de Enot Tsukim. C'est la réserve naturelle la plus basse au monde. Elle est à moins 420 mètres en dessous du niveau de la mer. Et des roseaux, des joncs, des parcours à faire, des gens qui peuvent vous guider également du Jardin national. Et un des endroits, ceux qui connaissent Engedi, c'est pas très loin de là-bas, mais on peut également se baigner dans ces eaux douces. C'est pas de l'eau salée, c'est de l'eau douce. C'est l'eau de la pluie qui coule. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une chaîne montagneuse à Jérusalem. Cette eau qui coule de part et d'autre de la chaîne montagneuse arrive au point le plus bas du monde, la mer Morte, et donc ça peut faire des piscines d'eau douce et permettre donc à la végétation de fleurir, aux oiseaux et à la faune et à la flore de se développer. Et vous pouvez tranquillement non seulement venir vous balader, mettre les pieds dans l'eau, barboter, vous baigner, manger, faire des barbecues. C'est un des seuls parcs nationaux aujourd'hui en Israël où on peut faire un barbecue. Et c'est le sport national du pays. Il y a une question qui demande est-ce que cette eau n'est pas polluée? Non, l'eau elle n'est pas polluée, c'est de l'eau douce. Elle n'est pas potable, mais elle est douce. Vous voyez comment la mer Morte se retire petit à petit. On parle d'une catastrophe naturelle en Israël, puisque cette eau de la mer Morte s'évapore et s'écarte de 1 mètre par an. Donc la ressource, la réserve naturelle qui se retrouve, on voit ici le niveau de la mer en 1948, regardez, on a même des sites archéologiques. Donc je disais que l'eau qui se retire met en danger la réserve naturelle, mais elle est quotidiennement, grâce aux jardins nationaux, préservée pour permettre non seulement aux animaux de continuer à vivre, mais aussi aux visiteurs de venir et de trouver leur bonheur dans ces endroits. Une question de Shirley, juste une petite question de Shirley, elle demande si ce parc est payant. Ce parc est payant, plus ou moins l'entrée sur les parcs nationaux, si je me rappelle bien, c'est dans les vingtaines de shekels, entre 20 et 27 shekels. Césarée, c'est bien plus cher, mais ça, je crois que ça coûte 27 shekels à peu près. Il y a des tarifs pour les étudiants et pour les enfants également. C'est important de le dire. Donc, dans tous les endroits également, il y a des fouilles archéologiques qui sont faites et très souvent, on retrouve également des vestiges historiques. Alors, vous voyez, là, toutes ces constructions datent également d'il y a 2000 ans. On aurait pu penser que le désert, qui s'appelle le désert de Judée ici, serait un endroit qui était inhabité. Eh ben, c'est tout à fait faux. Il y a 2000 ans, il y avait énormément de gens qui fréquentaient cet endroit, et non pas seulement pour les dates, mais puisqu'il y a de l'eau douce, eh bien, on utilisait cette eau pour vivre et pour faire de l'agriculture. Et une des choses qu'on pouvait... alors, 2 minutes, on va arrêter ça. Une des choses qu'on pouvait cultiver à Enot Tsukim, alors je vais vous montrer ça très vite. Déjà, vous avez la possibilité de voir que à Engedi, dans le kibbutz de Engedi, il y a énormément de verdure, d'arbres fruitiers, il y a un jardin botanique, plein de belles choses, donc bien entendu les palmiers dattiers. On a les cascades d'eau, et cette eau-là permettait le développement de la vie. Et un des développements de la vie, je disais ça tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'huile d'Afar-Sémon, le shemen Afar-Sémon. Alors c'est une sorte, c'est traduit aujourd'hui comme l'huile balsamique. Et on retrouve sur une mosaïque qui date de l'époque byzantine, dans une ville en Jordanie qui s'appelle Medva, et dans une église là-bas, on peut voir le dessin du Jourdain qui se jette dans la mer Morte avec les palmiers dattiers. Et là, on a une petite branche qui est en fait la production locale. C'est cette petite branche que vous voyez qui nous faisait un merveilleux parfum. Ce parfum à l'époque romaine était vendu, c'est les Juifs qui savaient le faire,
Et avec cet argent, ils ont réussi à s'installer et à vivre correctement. Jusqu'au VIe siècle à l'endroit, on a retrouvé une synagogue qui date du VIe siècle à côté d'En-Gedi. C'est également un parc national. Et cette synagogue a une merveilleuse mosaïque que vous voyez ici, avec des inscriptions en hébreu. Alors, heureusement pour nous, l'hébreu est utilisé uniquement par les juifs. Et donc, c'est sûr que c'était une communauté juive. On peut voir également sur la mosaïque ici, ceux qui savent déchiffrer, on voit les mois de l'année. Tishri, Mar, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, le mois dans lequel on est aujourd'hui. Donc, depuis près de 2000 ans, le peuple juif continue sa lignée et sa tradition. Et tout ça autour de la vie moderne de l'époque, à savoir le développement de ce parfum qui permettait d'arriver à construire une merveilleuse synagogue. Donc toujours allier le côté religieux, le côté traditionnel avec le côté économique. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui en Israël, où tous les gens travaillent, ont une vie quotidienne tout à fait normale, mais au fur et à mesure, ils œuvrent en même temps pour un projet spirituel, un projet divin qui va toujours vers le bien et vers le développement de toutes les infrastructures du pays et des hommes, quels qu'ils soient. Dan, est-ce que je peux, parce qu'il y a des personnes qui voudraient les adresses exactes des parcs, donc si après on pourra écrire sur le chat, et une question concernant le parc Enot Tzukim, si c'est à côté de En-Gedi, Masada ou En-Bokek, moi je pense que tu as déjà... Exactement, c'est à côté de En-Gedi, à peu près un quart d'heure en voiture, entre 10 minutes et un quart d'heure. Donc, il faut être attentif quand vous êtes sur la route, ne pas foncer à 100 à l'heure. D'abord, c'est interdit et c'est dangereux. Mais vous allez voir des panneaux qui vous montrent ces jardins nationaux. C'est en général des panneaux marrons ou des panneaux orange. Dès que vous en voyez un, il faut prendre le temps de s'arrêter, de rentrer, de passer le temps. Et si vous n'avez pas le temps, de prendre au moins la documentation ou de préparer votre voyage. Tout à l'heure, peut-être, on donnera le lien des parcs nationaux en Israël. Pour la petite histoire d'émotion, comme je disais, je vous ai montré quelques photos, c'est la guerre des 6 jours. Quel rapport avec cette histoire? C'est que lorsque la guerre des 6 jours s'est terminée, eh bien, la carte d'Israël nous a permis, comme vous le voyez ici, de pouvoir accéder directement à Enot Tzukim. Alors ça, c'est avant la guerre des 6 jours. D'accord? Donc celui qui voulait arriver ici et qui était au départ de Jérusalem, regardez ce qu'il devait faire. Il devait faire tout un tour pour pouvoir arriver à la mer Morte. Et grâce en fait à ce miracle qui s'appelle la guerre des 6 jours, les accès ont été rendus très faciles. Et donc de Tel Aviv, vous pouvez facilement arriver en moins de 1h30 de route à Enot Tzukim, En-Gedi, ou même un peu plus bas, Masada. Masada se trouve également sur la côte de la mer Morte. Sinon, vous pouvez passer par le Negev et faire le tour comme c'était le cas avant 1967. Pour la petite histoire, cette femme qui s'appelle Naomi Shemer a écrit une chanson après la guerre des 6 jours. Elle a écrit avant, mais elle a rajouté une strophe après la guerre des 6 jours. Et le plus important, elle évoque ce que je viens de vous expliquer, puisqu'elle dit « Nashuv nered Eliam amelach bederer Yericho ». Nous pourrions maintenant, grâce à cette guerre des 6 jours, retourner et descendre à nouveau vers la mer Morte en passant par Jéricho. Et donc, c'est la fameuse chanson de Yerushalayim Shel Zahav, comme quoi vous voyez que même si on est à Enot Tzukim, Jéricho ou Césarée, Jérusalem est toujours le point central et lié de tous ces endroits et tout converge vers Jérusalem. Et enfin, le troisième endroit, nous allons parler de Tzipori. Tu prends le temps, Yasmine, tu me dis combien de temps il me reste? Il nous reste encore, avant les questions, encore 8 minutes. D'accord. On voudrait laisser un petit peu de temps pour les questions. Ok. Alors, Tzipori. Tzipori, c'est le point violet que vous voyez sur la carte. On remonte dans le nord un petit peu, dans une autre région. Très important que vous compreniez qu'en Israël, on est vraiment très riche de différents climats et milieux naturels. Tout à l'heure, je vous évoquais donc plusieurs endroits. La côte,
la basse Galilée, le désert, la mer Morte, le point le plus bas, les hautes montagnes. Et donc tous ces jardins nationaux qui sont éparpillés et parsemés dans ces différents endroits permettent de voir en un clin d'œil différents endroits, différentes histoires et différents lieux, quelquefois de détente, quelquefois historiques ou quelquefois tout simplement architecturales de l'histoire humaine et de toutes les nations qui sont passées par ce pays. Donc Tsipori est une ville qui était la capitale de la présence romaine à l'époque du 1er siècle après. Donc on est à peu près 200 ans après, 150 ans après Hérode. C'est toujours l'époque romaine en Israël. Il ne faut pas croire que les Romains sont venus détruire le temple et sont repartis. Ils ont passé de nombreuses centaines d'années ici. Et ils ont donc influencé par leur culture de nombreux endroits. Et là, on est après la destruction du temple de Jérusalem. Jérusalem commence à être interdite à tous les Juifs, mais ils n'ont pas été encore expulsés de la terre d'Israël. Et donc, beaucoup d'entre eux vont se réfugier dans le nord du pays, dans la Galilée. C'est le cas, par exemple, du Sanhédrin, la haute cour de justice israélienne et juive de l'époque, qui va atterrir à Tsipori et qui va atterrir à Tibériade, Oucha, après avoir muté d'endroit plusieurs fois. Tsipori, à l'époque, c'est un peu comme Césarée, il y a une ville mixte, il y a des Romains et il y a des Juifs. Alors bien entendu, on ne va pas maintenant développer comment on fait pour vivre avec des Romains, mais les séparations géographiques sont vraiment très visibles à Tsipori. Nous avons le camp romain et la ville romaine, et le cardo romain que vous voyez ici sur les photos, qui est en contrebas de la montagne, et nous avons le quartier juif au sommet de la montagne, avec une muraille qui essayait de séparer les altercations ou tout simplement les fréquentations entre juifs et non-juifs. Les Romains avaient pour but de assimiler et de faire disparaître le judaïsme. Ils avaient cru qu'ils pouvaient le faire après la destruction du temple. Et les Juifs, eux, pour les plus, en tout cas les plus robustes, essayaient de continuer leur tradition avec l'entretien de l'espoir qu'un jour le temple de Jérusalem retrouverait sa place et que les Romains disparaîtraient. Et entre ces deux cultures, eh bien, nous avons tous ceux qui s'identifient un peu plus à gauche, un peu plus à droite, sans jeu de mots politique bien sûr, mais qui vont certaines fois se rapprocher beaucoup plus des Romains et qui vont embrasser la culture romaine, ou des fois ceux qui vont être entre les deux et qui vont opter pour une vie quelquefois qui leur permet de ne pas trouver d'équilibre et d'aller le matin dans un spectacle de gladiateurs ou tout simplement aller étudier quelques pages avec le rabbin de la ville. Alors le rabbin de la ville de Tsipori, pendant 17 ans en tout cas, il s'appelait Rabbi. Ce n'est pas le Rabbi que vous voyez en photo, je n'ai pas trouvé sa photo, il n'y avait pas d'iPhone à l'époque, ni de WhatsApp, ni rien, mais il s'appelait Rabbi. Et ce Rabbi-là, il s'appelle Rabbi Yehuda Anassi. Et l'autre guide, leader, on va dire politique, en tout cas de la population romaine, s'appelait Antonin. Vous avez tout son nom ici, Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus, ok. Et ces deux personnages, pendant 17 ans, vont se fréquenter à Tsipori, et ils vont, alors c'est très étonnant, ils ne vont pas se haïr, mais tout au contraire, ils vont être des grands amis. Et alors l'histoire, très vite, nous rapporte que lors des décrets anti-juifs à l'époque romain, naît un petit enfant qui s'appelle Yehuda, chez la famille de Rabban Shimon ben Gamliel, son papa. Et il était interdit de faire la circoncision à cette époque. On est dans les années 135, 150, après la destruction du temple, certes, et surtout après la révolte de Bar Korba. Et là, les Romains ont des méthodes un peu, on va dire, anti-juives, interdiction de se circoncire. Rabban Shimon ben Gamliel a un très grand dilemme. Il a un fils qui vient de naître. Est-ce qu'il le circoncie ou pas? Et là, étant donné qu'il habitait dans un endroit avec des voisins romains, sa femme a une idée. Elle va prendre également l'enfant de la voisine qui vient de naître, et qui s'appelle Antonin. Et elle va le présenter aux autorités romaines pour montrer qu'elle n'a pas fait la circoncision à son fils. Et elle va faire passer Antonin pour son propre fils.
Et donc, Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le guide spirituel de Tzipori à l'époque, pas de Tzipori, pardon, il n'habitait pas à Tzipori encore, va présenter son fils et va le voir donc sain et sauf grâce à Antonin qui a sauvé la vie à son fils. Et ces enfants vont grandir, ils vont se retrouver à 2 postes très importants politiques et nationaux dans le pays. Rabbi deviendra le chef des Juifs, le chef du Sanhédrin, le Nassi, le président, et il va entretenir un lien de reconnaissance mais quotidien avec Antonin. Ils vont parler de Torah, ils vont parler de questions, on retrouve tous ces enseignements dans le Talmud. Et à Tzipori, nous pouvons voir la culture romaine qui s'exprime dans des mosaïques merveilleuses qui sont quelquefois tirées de la mythologie grecque et qui mettent en avant pas mal d'éléments artistiques, tels que la dame que vous voyez ici, qui est ce qu'on appelle chez nous la Joconde israélienne, la Mona Lisa de la Galilée, puisque là où que vous puissiez vous balader devant la mosaïque, elle vous fixe du regard, comme si qu'elle ne vous lâchait pas du regard, un peu comme la Joconde. Et donc on retrouve vraiment des éléments romains. Regardez un petit peu cette mosaïque. On appelle ça un triclinium. Triclinium, c'est la salle à manger romaine. On est dans une villa romaine de Tzipori. On a retrouvé donc cette merveilleuse mosaïque qui date d'il y a environ 1800 ans. On peut voir donc que c'est exactement des Romains qui habitaient ici. Mais on peut voir un petit peu comment ces choses-là vont influencer sur notre vie, même jusqu'à encore aujourd'hui. Par exemple, certains ont l'habitude de se s'accouder le soir de Pessah sur des tables, comme vous voyez, des tables basses comme ça. Il faut que vous sachiez que cet usage vient des Romains, que vous voyez ici, et que cette table-là était exactement dans la salle à manger que je viens de vous montrer dans le triclinium. Triclinium, ça veut dire 3. Il y a 3 parties de table, et clinium, ça veut dire une sorte de canapé comme ça. Aujourd'hui en hébreu, traklin, ça veut dire un couloir. Et en fait, une fois dans l'année, les Juifs se prennent pour des Romains. Et ils vont manger comme des gens libres et qui sont, on va dire, nobles de l'époque, et faire un repas avec du vin, comme les Romains à l'époque, c'est le soir de Pessah, le soir de Pâques. Donc cet usage était utilisé et décrit dans la Mishnah. Mishnah, ce sont les traités d'explication de la loi écrite. Et cette Mishnah n'est rien d'autre que l'œuvre qui a été rédigée par Rabbi Yehuda Hanassi. Donc tout ce que je vous explique maintenant est marqué dans la Mishnah, qu'il faut s'accouder quand on boit, il faut boire les 4 verres, etc. Et il faut se sentir comme un être libre. Juste mettez-vous dans la période historique à l'époque, Rabbi Yehuda Hanassi marque dans la Mishnah qu'il faut être libre, mais il ne marque pas qu'il faut être comme les Romains. Mais c'est ça qu'il veut nous expliquer, et on s'accoude comme des êtres libres et libérés le soir de Pessah. Voilà un petit point panoramique de Tzipori. On peut voir des symptômes romains, encore une fois un théâtre romain. On peut voir la villa romaine, donc c'est à l'intérieur de cet endroit que vous pouvez voir la mosaïque avec la Joconde et le triclinium là. Et on a ici tout le quartier juif avec des bains rituels qui ont été retrouvés. On a ici une grande forteresse qui date de l'époque des croisés et bien entendu des sentiers qui vous amènent par-ci, par-là avec une très très belle végétation. Je vais essayer pour terminer de vous montrer une vue panoramique en vidéo de Tzipori. Alors Tzipori, c'est là. Voilà, donc vous avez Tzipori, vous voyez vraiment la topographie, on voit le théâtre romain, on voit la maison des Romains, des croisés, pardon, on voit le quartier juif, on voit la merveilleuse vue. Tzipori porte le nom de la vue panoramique. Tzipor, c'est un oiseau, donc on peut voir vraiment toute la région comme un vol d'oiseau, toutes les fouilles qui continuent de battre leur plein, et la villa romaine, comme je vous disais, qui est là, qui est une reconstruction sur les vestiges archéologiques qui ont été retrouvés. Et enfin, la dernière cerise sur le gâteau, nous avons découvert à Tzipori
une synagogue, puisqu'il y avait un quartier juif. On a découvert la synagogue de Tzipori. Attends, on va arrêter ça. Hop, pardon. Et je termine vraiment la dernière minute, Yasmine, et après je laisserai la place aux questions. Donc voilà, la synagogue de Tzipori, elle a été retrouvée il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années à peu près, dans laquelle on voit même chose des mosaïques. À noter que les mosaïques sont beaucoup moins professionnelles, puisque les Juifs n'avaient pas on va dire ce savoir-faire de faire des mosaïques, et étant donné qu'on a vu tout à l'heure des périodes, des passages de la mythologie grecque, etc. Mais on voit une adaptation quand même à l'ère moderne de l'époque. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette mosaïque? On voit la synagogue. On peut voir de nombreux symptômes juifs, tels que les chandeliers à 7 branches. Là, on peut voir le bâtiment du temple, du Beth Amikdash. On peut voir un panier avec les fruits d'Israël, puisqu'on a ouvert par ça, eh bien, on va refermer notre conférence avec les fruits d'Israël. Donc, c'est ce qu'on appelle les bikurim, le panier des bikurim. On peut voir des cymbales de la tribu des Lévis qui chantaient de la musique au moment où les bikurim étaient amenés. On peut voir des trompettes, on voit que c'est écrit en hébreu. On peut voir les 12 pains qui étaient offerts au temple et plein d'autres symptômes historiques tels que le sacrifice d'Yitzhak avec l'âne, Abraham et son couteau, avec Yitzhak qui est sacrifié. On peut voir le Galgal des Mazalot, c'est-à-dire les 12 mois de l'année. Toujours encore, on retrouve les mois de l'année écrits en hébreu, Tishri, Mar Cheshvan, Kislev. Certaines choses n'ont pas perduré. Vous voyez bien Tishri, pour ceux qui savent lire. On voit le chandelier, le chauffard, le hétrog. Vraiment quelque chose de très très joli que l'on a retrouvé. Beaucoup de synagogues, beaucoup de jardins nationaux montrent des synagogues. C'est le cas de Baram ici aussi. On voit la ressemblance entre le temple de Jérusalem et les synagogues qui avaient pour but de montrer l'espoir qu'un jour on pourrait revenir à Jérusalem et reconstruire le temple. Vous voyez, des bar mitzvot sont organisés dans ces synagogues historiques et archéologiques pour montrer que le peuple juif, fameuse phrase Am Israël Chai, le peuple juif continue de vivre, qui n'a jamais délaissé non plus sa Torah, ni sa Mishnah, hommage à Rabbi Yehuda Hanassi, de tous ces publics qui étudient par-ci par-là des textes vieux de 1800 ans, écrits et compilés par Rabbi Yehuda Hanassi, et qui nous montre que le peuple juif continue son avancée vers le modernisme, vers l'avancée des vaccins, vers les avancées technologiques, économiques, mais également tire derrière lui la charrette de ses fruits et de son passé historique pour pouvoir justement lier le passé à l'avenir. Nous avons un autre jardin national pas très loin aussi, c'est la tombe de Rabbi Yehuda Hanassi. Et je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite tout Bishvat Sameach, que nous puissions à nouveau refleurir et reflorir la terre d'Israël de notre présence. Et si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de les poser. Et on finit par l'an prochain à Jérusalem. Dan, merci beaucoup pour ce tour de force, nous montrer trois jardins en moins d'une heure. Quelqu'un a dit qu'il y avait 81 parcs nationaux en Israël, donc fais le compte, il nous faut encore, et pourquoi ne pas organiser d'autres rencontres? Nous en faut encore 27, si je ne m'abuse. Encore 27 pour faire la visite de tous ces parcs nationaux. Tu nous as donné vraiment envie pour nous Israéliens de nous promener de nouveau et pour les gens de l'étranger de venir en Israël et voir cette belle végétation. Yasmine va nous dire s'il y a des questions qui se posent. Il y avait une question concernant l'huile. De quelle plante elle provient? Mais je pense... Avec ta permission, Yasmine, je vous rappelle que jeudi, nous avons une rencontre Zoom à 7h, heure de France, 8h, heure d'Israël, sur les futures proches élections en Israël. Jeudi, c'est le dernier jour de remise des listes de partis qui vont se présenter à la Knesset. Donc, ce sera intéressant de faire un tour d'horizon des enjeux et des enjeux politiques pour ces élections qui vont approcher. Yasmine, dis-nous s'il y a des questions. Il y avait une question concernant l'huile. Il y a des personnes qui souhaitent avoir déjà qu'on organise ces rencontres de manière plus régulière et pour faire le tour de tous les parcs nationaux d'Israël.
Et voilà, et qu'est-ce qu'il y a? Et il y a beaucoup de gens qui te remercient, Dan, qui souhaitent avoir tes coordonnées. Donc, si tu peux écrire sur le chat ton email ou ton WhatsApp, Ouais. à tous ceux qui souhaitent entrer en contact avec toi, ce sera bien. Laurent, est-ce que tu veux dire? Encore une fois, comme je le disais en préambule, c'est vrai que voilà, on en a la preuve avec Dan, quand on croit connaître Israël sur le bout des doigts, certains sites dont on a entendu parler ou qu'on a été voir enfants, adolescents ou autres, évidemment avec l'explication d'un guide, ça prend une valeur tout à fait particulière et c'est ça qui est extraordinaire. Donc je le redirai jamais assez. C'est vrai qu'on pense toujours que pour découvrir Israël avec un guide, il faut partir en groupe avec une association, ce qui est vrai bien sûr, mais même quand on part en famille, en individuel, en couple, eh bien, on peut, entre guillemets, réserver les services d'un guide pour une journée, ne serait-ce qu'à Césarée, sur la côte méditerranéenne, à Masada, etc. Souvent des endroits qu'on croit connaître, et d'abord qui changent énormément. Hein, Dan l'a expliqué, Israël est en constante évolution même sur ces sites touristiques. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de découvertes archéologiques. Et c'est formidable avec un guide de pouvoir les redécouvrir avec cette passion, cet apport historique. C'est une valeur ajoutée inestimable. Donc, merci à Dan. Je ne sais pas si on aura le temps de voir peut-être un ou deux films. Yasmine Je pense que là, on a déjà dépassé l'horaire. Et puis, je ne sais pas si je sais où je l'ai... Alors, pour la prochaine réunion tourisme. Oui, et Dan, juste une petite question concernant Tipori, c'est à côté de quelle ville? Il y a une question. De Haïfa et Tibériade, donc à peu près à une demi-heure de Haïfa ou à une demi-heure de Tibériade. Ok, et le nom du parc à la mer Morte, c'était? Enot Tsukim. Ok, je regarde un petit peu s'il y a des questions. Voilà, je pense qu'on a... C'est parc, parks.co.il. Voilà, vous pouvez... Très bien, donc on vous souhaite à tous Shavua Tov et on vous donne rendez-vous jeudi soir à 19 h pour parler de système des élections israéliennes. Bye. Merci beaucoup. Dan. Merci Dan. Bye bye. Merci Laurent. Merci Yasmine. Merci Avi. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov. Et au ministère du Tourisme.